quand vous êtes dans un avion et que vous voyez les hôtesses de l'air faire tous ces gestes de début de voyage qui vont vous donner les principes de sécurité, eh bien, elles vous disent de d'abord mettre votre masque et ensuite de le mettre à votre enfant. Eh bien, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je ne peux pas m'occuper de mon enfant si moi-même, je suis en incapacité de respirer. C'est une étape que j'ai voulu un peu griller. Voilà. Et du coup, voilà, quelques années plus tard, j'ai pris conscience que le travail sur soi, il est très important. Il est essentiel. C'est pour ça que, pour pouvoir prendre soin de mon enfant, il faut que je prenne soin de moi. Pour pouvoir demander à mon enfant d'exprimer ses émotions, il faut que moi-même, je puisse lui donner cet exemple. Et qu'il puisse comprendre, et qu'il puisse adopter toute cette terminologie, toute cette grammaire des émotions. Pour pouvoir transmettre de l'estime de soi à mon enfant et développer l'estime de soi de mon enfant et renforcer l'estime de... Il faut que j'en ai suffisamment moi-même. Donc, ça veut dire que j'ai tout un travail premier à faire. Et génial si tu peux le faire avant d'avoir tes enfants, du coup, qui est de prendre soin de moi et qui est de m'ouvrir à tout ça, qui est de me connaître suffisamment, donc il y a un travail intérieur aussi à faire de connaissance de soi, me connaître suffisamment pour savoir ce qui me fait du bien, savoir ce qui me nourrit, savoir ce qui me ravit, et pour pouvoir remplir mon réservoir. Si je ne sais pas ce qui me fait du bien, comment je vais pouvoir entrer en empathie avec mon enfant pour imaginer ce qui lui fait du bien? Quand mon réservoir est vide, clairement, je ne peux pas l'écouter et remplir le sien. Voilà. Hein? D'où l'importance de remplir d'abord son réservoir. Oui, bien sûr. Et alors, comment, voilà, quand on sent que la situation part en cacahuète, pour éviter de donner des punitions, voilà... Alors, le stop, feel go. Stop. Je sens que ça part en cacahuète. Donc je dis à mon enfant, là tu vois, je suis vraiment très en colère de ce qui est en train de se passer. Je te propose qu'on prenne 2 minutes chacun, de s'éloigner. Voilà. Je me sens plus disponible là maintenant. Et je peux même le faire de façon encore plus cachée, j'allais dire, en disant, je dois aller aux toilettes. Et je vais aux toilettes. Et je respire. Et je respire, je me reprends, je fais le fil. Qu'est-ce que je ressens là maintenant? Et go, je peux retourner. Oui, mais si l'enfant a fait quelque chose qu'on juge inadmissible et on veut marquer le coup, on dit on peut pas, là si je dis rien, ça va pas, je suis permissible. Oui, en effet, donc ça veut dire que là, si je veux marquer le coup, il va falloir que je fasse étape après étape, jusqu'à lui donner la sanction et non la punition, lui donner la sanction qui sera au plus près de l'acte que je veux faire changer, au plus près. C'est-à-dire, si mon enfant a fait telle chose et que je le prive de son émission préférée, ou que je le prive d'un moment sur la tablette, ou que je le prive de glace, vous voyez bien qu'il n'y a pas de lien entre l'acte répréhensible, l'acte transgressé, et le fait de le priver de glace. Donc qu'est-ce que ça va créer? La frustration. De la frustration. L'envie de se venger. D'abord de la rancœur, en effet, de la rancœur. L'enfant va dire c'est pas juste et je peux plus faire confiance aux adultes, ils sont méchants. Okay. De la revanche. Bon, ben là c'est eux qui ont gagné, et ben la prochaine fois ce sera moi. Je vais continuer à le faire et ils ne me verront pas. Ça va créer de la rébellion. Je vais faire exactement l'inverse de ce qu'ils me demandent pour leur prouver qu'ils ne peuvent pas m'obliger à faire ce qu'ils veulent. Et petit à petit, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer du retrait. Du retrait. La prochaine fois, je ne me ferai pas prendre. Et petit à petit, je vais voir que l'enfant va piquer du nez dans l'estime de soi et va se dire « je ne vaux rien, je ne sais pas faire, on ne me fait pas confiance ». On voit bien là que là, on est dans la punition. En effet, punir, c'est quoi? Punir, c'est donner de la peine, c'est faire de la peine. Le mot punition, c'est un mot de la même famille, étymologiquement, c'est un mot de la même famille que le mot peine. Ça veut dire, quand je punis, c'est pour donner de la peine. Et on voit bien que là, je ne suis pas en train de faire grandir. Oui, puis on voit bien quand on met un enfant au coin parce qu'il a fait quelque chose d'inadmissible. Il n'y a pas de lien. Et ben, il n'y a pas de lien, donc il recommencera. Et c'est pas le coin qui va. C'est sûr, il y aura récidive. Ben oui. C'est sûr. Oui. Et là,
en faisant ça, je n'évite pas la récidive. Et la prochaine fois, l'enfant refera. Voilà, le problème se posera à nouveau. Et voilà. Je n'empêche pas la récidive. C'est-à-dire que en donnant la punition, le problème avec la punition, c'est que si je prive l'enfant de telle ou telle chose, eh bien, en même temps que de le priver de ça, je le prive de la réflexion sur l'acte que je veux faire changer. Et du coup, à tous les coups, j'aurai une récidive. Ouais. Donc c'est la double peine, c'est ce que j'appelle la double peine. Donc il vaut bien mieux chercher ensemble comment faire et donner la possibilité à l'enfant de réfléchir à l'acte que je veux faire changer. Et là, il y a toutes les chances pour que la récidive soit évitée. Oui. Donc est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret d'une sanction? Allez, un exemple concret d'une sanction. Un enfant qui laisse traîner son linge sale dans sa chambre. Donc le linge sale, ça m'amoncelle. Ok. Donc je vais lui dire une première fois, je vais lui dire, je vois un slip par terre, je vois 2 slips par terre, je vois des chaussettes sales dans le coin là-bas. Voilà, je vais décrire le problème. Peut-être que ce sera suffisant, ou pas. Je peux aussi responsabiliser l'enfant et lui dire, et lui demander, voilà, lui dire, je te demande d'aller porter tes affaires sales dans la panière à linge sale. Je peux aussi lui dire ce que ça me fait. Je suis agacée de voir du linge sale dans ta chambre. Je peux lui exprimer mes attentes, lui dire, j'attends de toi que tu mettes ton linge sale dans la panière. Je peux lui donner un choix. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est progressif. Hein, et on a une étape de plus à chaque fois. Hein. Donc je vais lui donner un choix et lui dire, Sébastien, tu as le choix. Soit tu laisses tes affaires dans ta chambre sale et tu cours le risque qu'elles y restent. Soit tu perds le privilège d'avoir tes affaires propres mises sur ton lit. Quand on a besoin. Lorsque tu en as besoin. Et si ça se poursuit malgré ça, eh bien je vais passer à l'action. Et ben voilà, c'est-à-dire que je vais laisser le linge et que le linge s'amoncellera et que le jour où il a besoin, eh ben, il y a plus de slip. Voilà, il a besoin de ce t-shirt précis parce que c'est celui qui voulait. Et ben le t-shirt est en boule sous le lit. Donc le laisser assumer les conséquences de ses actes. Oui. Voilà. Et alors qu'on aurait tendance à se dire, ah bah non, et à prendre en charge. Allez, j'ai quand même lui laver son t-shirt. Je vais le faire. Et du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'enfant ne gagne pas en autonomie. Oui. Il continue puisqu'il compte sur moi. Oui. Donc j'ai craqué et je ne gagne pas en autonomie. Et du coup, il risque de recommencer. Oui, et puis mon besoin à moi de rangement ne sera pas satisfait. Ah, pas du tout. Pas du tout. Et du coup, si je vois que ça se poursuit, en effet, je peux, à un moment donné, provoquer un dialogue avec mon enfant pour lui dire, ben, je vois bien que c'est difficile pour toi de penser à mettre tes affaires au sale. Mais pour moi, c'est vraiment difficile d'accepter de voir tout ce linge qui traîne. Pour moi, je suis furieuse de voir tout ce linge qui traîne parce que j'ai besoin d'ordre, j'ai besoin d'hygiène. Voilà, je vais lui exprimer à la fois ce que je ressens et à la fois mes besoins. D'accord. Et là, je pense à l'exemple des jouets. Parce que on les habille, en tout cas moi j'ai pas ce souci là à la maison, ça serait plus avec les jouets. Et là du coup quelle serait la sanction? Parce que moi j'ai besoin que leur chambre soit en ordre et du coup c'est difficile de trouver la sanction qui va avec. Alors moi j'ai quelques réserves pour la chambre. Ouais. Parce que pour moi la chambre c'est vraiment leur lieu à eux. Oui. Et là où je mettrais vraiment des exigences d'ordre... Ça serait sur le salon, quoi. Voilà. Ouais. C'est lorsque le désordre empiète sur les lieux collectifs et communs. Oui. Et où là, pour moi, c'est inacceptable. Oui. Pour moi, leur chambre, c'est vraiment leur lieu à eux. D'autant plus depuis que j'ai découvert qu'on est 5 fois plus créatif dans un lieu en désordre que dans un lieu rangé. C'est-à-dire quelqu'un qui a son bureau complètement rangé, nickel, il n'y a rien sur le bureau, etc. Eh bien, il sera 5 fois moins créatif
que celui qui a un bureau en désordre. Tu me rassures. C'est très rassurant, voilà une bonne nouvelle. Voilà une bonne nouvelle. Donc je la laisse aussi faire, je vais laisser le bazar dans sa chambre. Oui, parce que d'abord elle va devoir mémoriser où sont les affaires, si elle veut les retrouver. Oui. Bon, voilà, donc ça c'est plutôt intéressant. Hein. Et elle ne va pas devoir compter sur des choses répétitives et systématiques, telle chose est arrangée là, ben non, des fois elle est rangée là, puis des fois elle est rangée là. Voilà, c'est la fantaisie, c'est la souplesse, c'est aussi la plasticité. Donc c'est plutôt intéressant. D'accord. Donc je la laisse pour sa chambre et pour le salon. Voilà. Concrètement, les exigences, c'est pour tous les lieux collectifs, salle de bain, toilette, salon, cuisine. C'est-à-dire quand leur chantier, quand leur désordre empiète sur moi, mon besoin d'ordre, dans des lieux collectifs, dans des lieux communs, eh bien ça devient inacceptable. Et très, très vite, l'enfant, il va s'en apercevoir. J'attends de toi que les affaires, tes affaires dans le salon soient rangées. Voilà. Je suis furieuse de voir que, et je vais clairement lui dire ce que cela me fait. Ouais. Et ce que j'attends aussi de l'enfant, parce voilà, que ce que ça me fait et ce que j'attends de lui. Parce qu'on a tendance à arriver, voir la table en bazar et dire « Oh, range-moi ça !» Alors que voilà, l'idéal c'est quand même de décrire en premier. Je vois la poupée, le carrosse sur la table, voilà. Après on parle de ses besoins, c'est ça? Alors, non, pas tout de suite. si je veux être un peu dans la stratégie communication non violente CLV, eh bien, je vais commencer par décrire les faits de façon factuelle, neutre. Hein. Quand je vois tout ce désordre dans le salon, et j'ai pas dit tout ton désordre, c'est-à-dire que je vais dépersonnaliser. Quand je vois tout ce désordre dans le salon. C'est pas un jugement, désordre, parce qu'on faudrait pas nommer les objets qui sont sur la table? Je peux encore plus dépersonnaliser. Quand je vois toutes ces affaires, quand je vois, ça peut. Quand je vois toutes ces affaires dans le salon, je me sens en colère, ou je me sens frustrée, ou je me sens agacée, je me sens contrariée. Voilà. Et petit à petit, tu vas voir que tu vas élargir ton panel de mots pour pouvoir mettre le curseur exactement au bon endroit dans ce que je ressens là. C'est-à-dire, est-ce que je suis juste contrariée ou agacée, ou est-ce que je suis furieuse? Et je vais mettre le curseur exactement au bon endroit en donnant le mot juste et précis. Hein. Donc, je commence par décrire les faits de façon neutre, dépersonnalisée, puis ensuite je dis ce que ça me fait en termes d'émotions, en termes de sentiments, puis je vais lui exprimer mes besoins non pas quand je vois le désordre, mais quand je suis en colère. C'est ça qui est surtout important, c'est-à-dire que mon besoin va être en lien direct avec mon émotion, et enfin je vais pouvoir lui faire une demande. Et ma demande peut être, voilà, est-ce que tu accepterais qu'on prenne un moment pour en parler et pour résoudre ce problème-là, tous les deux, pour s'ajuster dans ton besoin et dans mon besoin. Et ce que je remarque, c'est que moi j'avais tendance à leur dire, voilà, donc faire ces étapes-là, mais arrivé à la fin, je leur demandais de ranger là, tout de suite, maintenant, immédiatement. Et sans donner un petit laps de temps. Il n'y a pas beaucoup de souplesse, quoi. Voilà. Alors, en effet, tu viens de prononcer le maître mot, souplesse, en effet. Pourquoi? Parce que nous, on est un peu pareil. Quand quelqu'un nous donne un ordre, on a beaucoup de difficultés à le faire là, dans la seconde qui suit. Ils sont pareils. C'est-à-dire que leur cerveau a besoin d'un tout petit temps de sas pour décider, à un moment donné, de leur propre chef, décider de faire ce qui est attendu. Et j'allais dire, plus je crée une relation de qualité, et plus le temps va s'écourter, bien sûr. Et l'autre jour, une petite anecdote, peut-être pour terminer, ma fille, elle m'a dit pourquoi moi, à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, tu dis que c'est une envie et pas un besoin. Donc là, j'ai pris conscience que, y a pas, moi j'ai des besoins, mais les enfants en ont des besoins aussi. Voilà. Oui, mais c'est intéressant cette nuance entre besoin, désir, envie. Et en effet, c'est pas la même chose. Un besoin, c'est vraiment quelque chose de vital qui si je ne l'ai pas, eh bien, va m'empêcher de me sentir à l'aise, dans le bien-être, et même joyeux. Donc c'est un peu la différence entre envie et besoin, qui est vraiment à distinguer. Oui, intéressant. Mais oui, et les enfants, très vite, ils voient bien la différence, bien sûr. Et ben, je te remercie, Anne.
Hein, voilà, j'espère que ça vous apportera plein de choses. Enfin, en tout cas, moi... On a ouvert des tas de petites portes. Bien sûr, il faudrait sur chaque sujet davantage approfondir. C'est pour ça qu'il y a des ateliers. Donc, je vous y invite à rejoindre les ateliers avec l'atelier de la médiation en 3D ou ailleurs, partout en France, où vous pouvez retrouver des ateliers comme ça. Voilà, mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Et on se rend compte que notre quotidien est vraiment plus gérable, plus agréable. Oui, et la relation apaisé, transformé, avec serein, moins de cris. En général, dans les premiers ateliers, à partir du 3e atelier, le retour que j'ai des parents, c'est mon mari m'a dit que je criais moins. Ah oui. Voilà. Donc ça, c'est un des tout premiers bénéfices. Un des tout premiers bénéfices. Voilà, donc ça vaut le coup. En tout cas, on vous le conseille. Et bien, merci. À bientôt. Au revoir.